Bonjour à tous et bienvenue sur Oser Podcast, le rendez-vous audio qui vous pousse à franchir le pas. Ici, nous invitons des personnes audacieuses qui ont osé se lancer dans une activité qui les passionne. Alors venez explorer avec moi leur parcours, leur motivation et les histoires inspirantes de personnes aux chemins variés qui ont concrétisé leur rêve. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Oser Podcast, le podcast qui met en avant celles et ceux qui ont osé essayer, osé se lancer, osé réussir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lola. Bonjour Lola. Salut. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, Lola va nous raconter son parcours puisque tu as lancé My Better Period. C'est ça, My Better Period. Ah, en anglais. En anglais. Qui est un applicateur de coupe à coupe menstruelle. Présente-toi, qui es-tu ? C'est quoi ton parcours ? Je te laisse nous dire tout ça. Comme tu l'as très bien dit, du coup, moi c'est Lola, j'ai 26 ans et j'ai cofondé My Better Period. Donc c'est une société où on a créé un applicateur à coupe menstruelle et donc on commercialise depuis novembre. Donc on est en précommande, on était en précommande et voilà, ça marche très bien, je suis très contente. Voilà, et à côté, je suis élève avocate. Ok. Accessoirement. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer du coup l'applicateur ? L'applicateur, alors bon, ça part d'une histoire un peu compliquée. En gros, j'ai failli faire un choc toxique à cause d'un tampon. Donc vraiment, début du choc toxique, en fait, j'avais oublié mon tampon comme beaucoup. Je pense que ça arrive à tout le monde. Arrive, ouais. Fin de règle, tu mets ton dernier tampon, complètement zappé, et au bout de, je sais pas, 4-5 jours, je commence à me sentir pas très bien. Tu vois, genre plaque rouge, des trucs où c'est pas de la fièvre, tu vois, t'as pas une grippe quoi. Donc plaque rouge, des trucs un peu bizarres. Et au même moment, ça c'était en 2017, on commençait à parler du choc toxique. Vous savez, avec la mannequin là qui se fait amputer, ouais. Tu vois. Et du coup, je me suis dit non, pitié que ce soit pas ça. Et je me dis, mais c'est bizarre, genre, j'ai pas le souvenir d'avoir retiré ce tampon, tu vois. Donc je me dis, ok, urgence gynéco tout de suite, on va vérifier ça parce que je sentais rien. Et il m'a retiré le tampon, effectivement ça faisait 5 jours qu'il était là, 5-6 jours, tu vois. Donc la gueule du tampon, voilà, ouais. Je te laisse imaginer. Et donc je commençais à faire le choc toxique, mais une fois qu'il me l'a enlevé, franchement au bout de 4-5 heures, symptômes, tout est redescendu. T'avais plus rien ? Plus rien, ok. Franchement trop bien. Et du coup je me suis dit, waouh, c'est quoi ce bordel avec les tampons ? Donc en parlant avec le gynéco justement, il me dit tout ce qu'il y a dans les tampons, plastique, pétrole, enfin des trucs cata. Et je me dis, ok, il me faut une alternative. Ma meilleure pote mettait déjà la coupe menstruelle. Elle avait mis il y a 1 an, tu vois. Et elle me dit, franchement, vas-y. Et donc j'achète une coupe menstruelle et je commence à mettre la cup. Mais galère à insérer. Ouais, franchement, une vraie galère. Alors il y a des femmes qui arrivent très bien. Mais moi, une vraie galère pendant 6 ans. C'est-à-dire, je voulais pas revenir au tampon parce que oui, c'est un peu traumatisé. Voilà. Oui. Mais je déteste les protections externes, malheureusement. Donc culotte, serviette, etc. Baigner dans mon sens, c'est pas mon truc. Donc je me dis, je vais rester à la cup, et en parlant du coup avec cette fameuse copine et d'autres copines qui voulaient mettre la cup, on se dit mais franchement c'est con qu'il n'existe pas un truc comme l'applicateur à tampon, c'est con l'applicateur à tampon, tube, poussoir, mais pas pour la coupe menstruelle quoi. Et donc en rentrant chez moi, je prends un applicateur à tampon qu'une pote m'avait donné du coup pendant ce petit café. Je dessine l'applicateur. D'ailleurs il y a une vidéo qu'on a montrée où vraiment il m'a filmé en train de dessiner l'applicateur et tout. Il me disait mais tu fous quoi ? Et je dessine un applicateur à coupe menstruelle. Et du coup je le dessine, et lui il est e-commerçant de base. Okay. Donc mon associé, pour celles qui nous écoutent, j'ai mon associé qui est également mon copain. On a monté la boîte ensemble, et il était déjà e-commerçant, et donc il avait l'habitude de traiter un peu avec les usines, etc. Il me dit vas-y, si tu veux, j'essaie de te prototyper ton truc et on voit ce que ça donne quoi. Bon, premier prototype catastrophique, on dirait un god. Clairement, j'arrive pas à le mettre, vraiment un truc horrible, et je me dis non, c'est pas possible. Donc on a fait 8 mois de prototypage, et au final on est arrivé à la bonne. Et du coup, ton associé connaissait quelqu'un qui pouvait faire le prototype, il avait plusieurs contacts. Il avait un contact où il avait déjà développé un produit avant, donc c'est cool, ça t'a beaucoup aidé du coup pour lancer le... grave, parce qu'en vrai quand tu te lances, genre, tu sais pas par quoi commencer, tu vois. Parce que de l'achat-revente, à la rigueur tu trouves un fournisseur, c'est plus facile, mais nous il fallait qu'on crée le produit. Donc il fallait trouver vraiment une usine de prototypage qui puisse nous aider, et comprendre avec un dessin aussi, parce que moi j'avais pas du tout les codes, tu vois, des fichiers 3D et tout. Donc comprendre avec un dessin ce qu'il fallait faire quoi. Mais franchement super usine, et du coup ils nous ont fait nos premiers protos. Et c'est quoi du coup comment il est composé c'est quoi les matières? Tube, alors c'est du silicone médical pour la coupe menstruelle bien sûr, et pour le tube de l'applicateur. Et pour le poussoir, vu que ça peut pas être mou, il faut que ce soit dur, le poussoir c'est du plastique médical. Ok. Et c'est pour ça qu'on a 2 usines d'ailleurs. On en a une qui fabrique la cup et le tube en silicone médical, et l'autre qui fabrique... En France.
En France. Ça, c'est top. Ouais, Avignon et Grenoble. Ok. Donc trop cool. Donc tu te rends régulièrement chez eux Ouais, là on a passé commande pour les déplacements. Ouais, là, justement on y va mardi là, à Avignon pour checker un peu. Mais on a fait les moules chez les deux, parce qu'en gros le moule c'est vraiment comme un moule à gâteau, mais pour le tube. Ouais, j'imagine un peu le truc, ok. En acier, tu fais couler le silicone dedans et ça donne la forme. Ok. Donc c'est elles qui font tout, moule, les matières sont françaises aussi, ça c'est trop bien. Tout en France, c'était important. Pour un produit d'hygiène intime, oui. Faut que ce soit... Mais ça existe déjà sur le marché, justement, des applicateurs de la coupe menstruelle? Non, il y en a déjà? Non, alors il y avait des Américaines qui lançaient le produit déjà aux États-Unis, mais elles n'avaient pas encore commercialisé quand on a commencé. Elles avaient donné les idées de l'applicateur, mais le leur est totalement différent. Ok. Donc un peu plus grand que le nôtre. Elles ont mis les mesures en ligne, donc on a pu voir que c'était beaucoup plus grand que le nôtre. Le leur est totalement rigide. Nous, il est totalement souple pour s'adapter à toutes les morphos. Rigide, ça va être un peu plus... C'est du plastique. Ouais. C'est du plastique rigide, le leur. Donc très différent. Ils s'adaptent qu'à leur coupe menstruelle. Nous, c'est toutes les cups. Donc voilà, très différent. Ok, ça marche. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant la conception? Est-ce que tu as rencontré des difficultés, quoi? Oui, je me doute que oui. Franchement, c'était une galère. Donc on a fait 8 mois de prototypage et trouver la bonne taille. Déjà, on a testé je sais pas combien de tailles. Il n'y a qu'une taille? Ouais, une taille qui s'adapte à toutes les cups et à toutes les morphos. Du coup, on a fait vraiment le plus petit possible. Le truc, c'est à la taille d'une cup. Ouais. Donc vraiment le plus petit possible. Mais justement, vraiment l'enjeu, c'était que ça aille à tout le monde. Donc ça passe dans toutes les morphologies. Que ça aille pour toutes les cups aussi. Oui, parce que ça, il y a plusieurs tailles. Pour la nôtre. Ouais, la cup, il y a plusieurs tailles. Et de faire le plus petit possible. C'était vraiment l'enjeu. C'est là où on a le plus galéré. C'est de réduire, mais que ça reste efficace. Donc, c'était vraiment ça. C'est quoi l'histoire derrière le nom de... comment t'as trouvé le nom? Alors à la base on ne devait pas s'appeler comme ça. On avait choisi Cup Week, donc la semaine de la cup. Mais en fait il y avait déjà une marque, et ce que j'avais pas vu, en France qui vendait une coupe menstruelle et qui s'appelait We Cup. Ah, donc ça ressemblait vachement, quoi. Ouais, en fait en France, t'as pas le droit d'inverser les noms si c'est dans le même domaine, tu vois. Ouais. Vu que la marque était déposée. Donc du coup on a cherché et tout bêtement on s'est dit c'est quoi notre mission? Améliorer les règles. Ok, My Better Period, tu vois, aussi simplement que c'est ça. Vraiment tout con. Et on avait aussi l'objectif, on a l'objectif depuis le début de s'exporter à l'étranger, très rapidement à l'international. Donc on s'est dit, il faut quelque chose que tout le monde comprenne, même en France, et que les gens comprennent ce qu'on fait. Ah, donc tu vends à l'étranger là? On va s'exporter très rapidement. C'est trop bien. On livre déjà à l'étranger. Mais le but c'est qu'on soit dans les points de vente aussi à l'étranger. Et d'ailleurs ils sont où tes produits? En fait s'ils partent directement de l'usine. Ouais, alors donc là on livre à partir d'avril nos produits. Oui, parce que là c'est en pré-vente. C'est ça. Donc en fait t'as l'usine de Grenoble qui va envoyer le piston, donc le poussoir, à l'usine à Avignon. Et après notre entrepôt est à Paris. Ok. Voilà. Donc du coup tout sera livré de Paris pour que ce soit donc tu gères pas du tout ce côté-là, c'est vraiment réservé. C'est leur boulot, quoi. Ah ouais. Là je peux pas le gérer toute seule, on a plus de 4000 commandes. Surtout que t'as des études, on va en parler, mais tu fais encore tes études à côté, quoi. Mais comment tu fais pour gérer tout ça, justement? Ça va, parce que une fois que tu rentres à l'école, donc là je viens de rentrer à l'école d'avocat, je l'ai passé 3 fois le concours, mais une fois que tu rentres à l'école, t'as 2 jours de cours par semaine. Ah, ça va. Vrai, tu peux gérer quand même ton entreprise à côté. Tu galères pour rentrer, mais une fois que tu y es, c'est très chill. Donc là c'est parfait. Franchement, c'est l'année parfaite pour développer My Better Period et avoir ça à côté pour continuer. Mais du coup, après tes études d'avocate, tu vas faire quoi? Tu vas te lancer à 100% dans My Better Period. Ouais, je pense que en fait, j'ai toujours voulu être avocat, vraiment ça m'a jamais traversé l'esprit de faire autre chose. Donc aller jusqu'au bout, c'était important parce que fallait que je réussisse ce pour truc. Pour la sécurité aussi, non, peut-être? La sécurité, déjà c'est une sécurité sympa. Ouais. Franchement, c'est pas un métier dégueulasse, quoi. Mais vraiment, je vais toujours au bout de ce que je fais. Et là, je me disais, je peux pas ne pas réussir ça. J'ai toujours voulu faire ça, donc je vais au bout. Entre temps, il y a My Better Period qui est arrivé, c'était pas du tout prévu, mais ça me plaît encore plus. Donc je me dis, si My Better Period ça marche bien, je fais que ça. Okay. Est-ce que tu vends ces applicateurs en physique directement? Du coup, alors on est en lien avec plusieurs pharmacies. Ouais. Puisque comme vous le savez, en septembre 2024, les protections réutilisables vont être gratuites pour les moins de 25 ans. Donc remboursées en sécurité sociale si elles sont achetées en pharmacie. Donc on est déjà en lien avec plusieurs commerciales, je dis ça parce que c'est que des femmes, mais en pharmacie. Donc on va être redistribué en pharmacie, ça c'est trop cool. Et donc remboursé par la Sécu en septembre, dès septembre.
Donc génial. Et ensuite, donc petite exclue, pardon, mais Nature et Découverte, on va être distribué à partir d'avril aussi. Oh, trop bien. J'ai eu une colle il y a quelques jours là. Donc trop cool, ils nous ont approchés pour ça parce qu'ils ouvrent un... C'est eux qui sont venus te voir Ouais, c'est eux qui trop nous bien. ont démarché et trop cool, ils sont hyper sympas en plus. Et du coup, on va être sur leur marketplace à partir d'avril et en point physique aussi dans quelques mois. Donc ça, c'est trop cool. Et après, on va quand même garder l'exclu du e-commerce. Mais, ça reste important quand même de continuer là-dessus de toute façon. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis faire des boutiques, nous, ça n'a pas trop d'intérêt puisque pour l'instant, on a un produit, on va bien sûr élargir notre gamme. Mais pas de quoi faire une boutique, des boutiques physiques quoi. Donc pharmacie et puis les petits magasins sympas comme Nature et Découverte. Élargir leur gamme, c'est-à-dire tu penses à quel tu penses à d'autres produits Ouais, alors pour l'instant on fait de la protection interne, donc cup menstruel, mais je pense qu'on va vite faire de la protection externe, donc culotte. Faut que je vois un peu ce qu'on pourrait apporter de nouveau parce qu'il y a pas mal de marques déjà de culottes menstruelles. Faut se démarquer, ouais. Donc j'ai pas envie d'arriver avec une culotte menstruelle comme ça lambda, j'ai vraiment envie d'apporter un truc nouveau, donc on y travaille. Mais ouais, on va élargir pour faire des gammes complètes quoi. Puis il y en a beaucoup qui mettent les deux, qui mettent et des protections internes et des protections externes. Ouais. Notamment les flux abondants ou pour la nuit, etc. Pour être vraiment sûr de sécure quoi. C'est ça, donc je trouve ça cool d'élargir. Ok. Et c'est quoi les premiers retours que tu as eu de tes clients? Pour l'instant, du coup, on n'a pas encore livré les premières commandes. Mais, il y a des gens qui ont testé quand même. Ouais, on a nos bêta-testeuses. Donc, c'était voilà. vraiment autour de moi, donc copines de copines de copines, etc. On a fait plus de 50 bêta-testeuses. Hyper positif. J'ai essayé de faire vraiment des personnes qui mettaient déjà la coupe menstruelle, d'autres qui mettaient des tampons et d'autres qui mettaient des serviettes. Je voulais vraiment avoir l'avis de 3 types de personnes différentes. Pour celles qui mettaient déjà la cup, hyper facile, ça facilite tout. Ça facilite, ouais. Donc trop bien. Celles qui mettaient des tampons, du coup, elles sont passées à la cup. Ça les a convaincues. Moi, je serais plus dans ce type-là aussi parce que la cup, ça m'intéresserait de l'utiliser. Mais en fait, c'est l'appliquer, je me dis non, je vais jamais réussir. Et peut-être que justement, avec un applicateur, ça pourrait donner envie d'utiliser aussi la cup. Je sais pas comment le formuler, mais. Pousser à passer le cap des protections pousser à l'utiliser. Justement, c'est ça. Nous, notre objectif, c'était vraiment de garder un objet, de faire un objet familier, comme l'applicateur à tampon, pour que les gens n'aient pas à changer leurs habitudes quand ils passent aux protections réutilisables, tu vois. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que ce soit les culottes, la cup, etc., t'es obligé de changer tes habitudes. Tu vois, la cup, tu dois la pré-laver 4-5 fois avant de la mettre à la machine. Tu peux pas l'enlever comme ça en pleine journée. La cup, il faut le plier, il faut machin. Donc nous, c'était vraiment d'enlever ce côté-là et de rendre vraiment beaucoup plus accessible et familier cette utilisation-là. Qu'est-ce que ça fait de démarrer une vie d'entrepreneuse? Pour l'instant, ça doit changer beaucoup de choses. Ouais, tu vois, je me rends pas... Enfin, si, parce que je bosse toute la journée sur ce projet depuis plus d'1 an, tu vois. Mais je me rends pas compte... Je me rends pas compte parce que déjà, d'une part, pour l'instant, je touche rien. Donc, tu vois, les dividendes, c'est en 2025. Donc, pour l'instant, en fait, je bosse, mais je vois pas les résultats vraiment concrets à part le chiffre d'affaires. Donc, moi, ça me change rien à part m'investir vraiment. Mais c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps, mais c'est hyper épanouissant parce que, tu vois, moi, j'ai toujours fait plusieurs trucs en même temps. Donc, études, boulot et tout, je complétais vachement parce que j'aime bien faire plusieurs activités en même temps. Et ce boulot-là d'entrepreneur, tu cumules plein de facettes. Vraiment plein de facettes. Tu vois, t'es créateur de contenu maintenant, donc j'ai dû me lancer sur les réseaux, etc. Alors ça change parce qu'il y en a qui me reconnaissent. Et ça fait hyper bizarre. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait super bizarre. Et puis d'être exposé aux critiques. Alors on a énormément de commentaires positifs, franchement 99% du temps. Et les gens sont hyper adorables, vraiment. Mais il y a 1% de négatif, forcément. Tu vois. Et ça, c'est super bizarre, parce que quand tu le voyais chez les autres, tu vois, chez les influx et tout, tu disais, putain, ça doit être chiant, mais tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte Mais quand tu te prends genre des mauvais commentaires, ça fait un peu mal, tu vois. Donc ça, c'est un peu chelou. Mais donc, créateur de contenu, du coup, t'es gérant d'entreprise, hein, donc tout ce qui est juridique, comptabilité, machin. Oh là là. Ça, c'est l'enfer. mais tu vois, surtout la négociation avec les usines. Enfin, en fait, t'apprends tellement de choses, tu vois, comment créer un produit. C'est hyper intéressant, comment le développer. Enfin voilà, plein de facettes. Ça te fait grandir en fait. Ouais. Et puis t'as une belle responsabilité quand même. Parce que quand t'as des clients cachettes, faut pas les décevoir, tu vois. Donc faut vraiment que ce soit tout parfait quoi. Ouais. Et comment tu fais pour gérer les retours négatifs, les commentaires méchants comme ça? Alors il y en a qui sont constructifs, donc je réponds naturellement. Quand c'est vraiment critiquer pour critiquer, juste tu pour réponds faire chier, sans vouloir être vulgaire, mais franchement, je réponds pas. Franchement, je laisse couler quoi. J'essaye en tout cas.
Ok, et concernant le financement de ce projet, tu fais comment ? Le financement, il se passe comment ? Du coup, pour lancer, on a financé un peu tous les deux, donc avec mon associé, avec nos fonds propres. Mais c'était très léger, et justement, on a fait ce système de précommande pour financer la production. Vu que la production en France, donc pour les moules uniquement, donc pas le prix des pièces, mais vraiment juste le moule, ça nous coûtait les 2 moules plus de 30 000 €. Donc quand t'es tout seul, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc on a fait ce système de précommande justement pour financer ça. Donc on a très bien réussi, donc c'est chouette. Et maintenant, du coup, on est en autofinancement pour l'instant. On va bien sûr ouvrir le capital, donc on cherche des investisseurs. Ok. Voilà, on va faire une levée de fonds bientôt et voilà. Et t'as combien de précommandes là pour le moment ? Là, on est à plus de 4000 déjà. 4000 ? Ouais, c'est énorme. Waouh. Ouais, franchement, c'est énorme. C'est trop bien. Ouais. C'est pas compliqué de gérer, être associé avec son copain, son partenaire de vie Alors, on fait des réunions souvent pour tout mettre à plat. Mais non, on essaie vraiment de séparer les deux. Alors forcément, il y a des fois où tu pètes un câble contre la personne, mais tu pèterais pas un câble contre un associé lambda, tu vois. Ouais. T'es beaucoup plus véhément, t'es beaucoup plus véhément et tu prends les choses un peu plus à cœur aussi. Tu vois, quand t'as des critiques, etc. Tu vois, quand on tourne une vidéo et qu'il me fait une critique, ça m'énerve des fois. Mais non, on essaie de séparer les deux et on est vachement complémentaires aussi, vu que lui, il a tout ce côté-là comme marketing, e-commerce, c'est lui qui gère les publicités, etc. Et moi, je gère tout le reste, donc on est vachement complémentaires et on se marche pas dessus. Vu qu'on n'a pas les mêmes tâches, ça va. Donc non, puis ça s'apprend quoi. Ouais. Tu vois, on se fait des réunions, on se dit bon, là on est dans le boulot, on voit ça, et après on réglera le reste plus tard. Mais franchement, ça se mélange pas. Et c'est pas dans les objectifs peut-être maintenant, mais peut-être agrandir votre équipe ? Ouais, alors on a quelqu'un pour le SAV, ma sœur. Ah. Enfin, on avait fait un test qui était pas très concluant avec quelqu'un d'autre, donc j'ai appelé ma soeur, je dis écoute, je suis en train d'occuper parce que là ça va pas. Et cet été on va agrandir l'équipe pour nous dégager du temps pour développer l'entreprise sans faire des tâches chronophages quoi. Ok, donc des gens pour gérer quoi en particulier ? Ça peut être du coup la com, tu vois, prendre quelqu'un en com par exemple pour répondre aux commentaires, etc. Parce que c'est un vrai métier, franchement faut avoir du tact, faut être quand même sympa avec les gens. Pour l'instant c'est moi qui gère tout. Je garderai quand même une partie sur tous les messages privés et tout, je pense. Mais voilà, quelqu'un, donc un community manager. Ça peut être quelqu'un aussi pour gérer tout ce qui est logistique, cuisine et tout. Parce que franchement, c'est cool d'apprendre ça, mais c'est pas ma passion. C'est un peu compliqué. Donc quelqu'un comme ça peut être des commerciaux aussi en pharmacie, justement pour nous aider à développer. Et quelqu'un pour l'international. Ok. Je pense. Donc une belle équipe qui va se former. Ouais, j'espère qu'on pourra embaucher très bientôt. Ok, ça marche. Petite coupure en plein milieu de ce podcast, je m'en excuse d'avance, mais il se trouve que lors de cet enregistrement, j'étais accompagnée d'une amie qui avait elle aussi des questions très pertinentes à poser à Lola. J'ai donc décidé de laisser les parties qui me semblent très très intéressantes et comme ça vous pourrez en découvrir davantage sur le parcours très 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 inspirant de Lola. Je vous remercie beaucoup et bonne écoute. Je trouve ça intéressant, désolée, pardon. Parce que moi aussi j'aimerais trop plus tard ouvrir une boîte, mais j'ai pas le... Mais ici, on a qu'une vie, vas-y. Je sais, mais faut aussi, même si c'est un truc simple, faut quand même trouver la chose qui te fait vibrer, entre guillemets. Non, mais c'est ça. Moi, je pense pas que non plus les câbles t'ont fait vibrer. Non, mais puis les règles de manière générale, c'est pas ma passion non plus, c'est la passion de personne, même si c'est très intéressant. Mais en fait, faut pas se dire. En fait, c'est surtout ça, c'est de pas se dire j'ai envie de monter une boîte, donc vas-y, je cherche à tout prix un produit. Non, tu vois, c'est. Pas monter une boîte pour monter une boîte, quoi. Non, c'est ça. Mais du coup, vous êtes associé avec ton copain, donc je suppose qu'il a des parts aussi sur... Ouais, 50-50. Voilà. Donc si jamais vous vous séparez, quand on en a déjà parlé. Je pense que bon, déjà, on a un pacte d'associés. Ouais. Donc, il y a plein de choses qui sont gérées par ce pacte. Mais en fait, on s'est dit, si ça se passe pas bien entre nous, faut toujours que la boîte reste la priorité dans le sens où il faut s'entendre bien pour la boîte. Donc, si ça se passe pas bien, on peut se séparer à titre personnel. Mais pour la boîte, on se complète bien, on gère bien cette boîte tous les deux. Donc pour l'instant, il n'y aurait pas de raison tu vois, que ça se passe mal et que y en ait un qui parte de la boîte, quoi, qui exit. Mais après, si vraiment ça se passe mal, il y en aura un des deux qui dira ciao et qui vendra ses parts. Hein. Puis tu vois, on s'est toujours dit avec cette boîte, même lui, tu vois, ça sert à rien de faire une petite boîte pour faire une petite boîte. Moi, j'ai tu vois... Autant avoir de grandes ambitions et de gros objectifs. Franchement, pour gagner de l'argent, on avait déjà des métiers chacun de notre côté qui
disait qu'on aurait bien gagné notre vie ou qu'on gagnait bien notre vie. Tu vois, avocat, c'est pas dégueulasse quand même, les salaires, etc. Mais non, là, le but, c'est vraiment de faire un truc énorme. Puis de s'exporter à l'international très vite, pour prendre les parts de marché. En Europe, en fait, on a plein de demandes, tu vois, même au Canada. Alors, incroyable. On a lancé la com, j'ai eu je sais pas de combien de Canadiennes qui sont venues sous mes posts dire tu livres au Canada. Je disais mais qu'est-ce que vous foutez là, tu vois alors... Et trop bien, je pense que TikTok les avait visés, je sais pas pourquoi. T'as combien de followers sur TikTok là? Parce que moi je t'ai déjà vu apparaître aussi dans mes... Oui, c'est possible. Alors que je fais pas du tout des trucs... Je crois que... Alors TikTok, je crois qu'on est à 13 000. Et Insta, on est presque à 8 000. Alors t'as commencé on paye pas. Je préfère préciser, parce qu'il y a beaucoup de marques qui payent pour les abonnés, je les ai vus. Mais non, on n'a pas du tout payé et franchement, ça prend pas de pub si, on fait de la pub. Ouais, si, on fait de la pub payée en dessous, bien sûr. Mais ils achètent pas de... Oui, non, mais ils achètent pas des abonnés. Ouais, t'es obligé de faire de la pub, Facebook, Insta. Là, justement, le call qu'il avait tout à l'heure, c'était pour Google, pour commencer à être dans les, tu sais, le truc shopping, etc. Parce que dès que vous voyez, tu sais, tu tapes un truc et les premiers trucs que tu vois, en fait, c'est sponsor. C'est les gens qui payent. Mais c'est pour ça aussi, tu vois, qu'on n'a pas investi beaucoup au départ. Enfin, on a investi au total peut-être 6-7 000 euros à deux. C'est rien, tu vois. Mais c'est quand même, jeune en tant qu'étudiant, c'est quand même toujours... Ouais, après c'était au fur et à mesure. Ouais. Bien sûr, mais tu vois, c'est rien comparé à certaines personnes qui investissent directement 50 000 euros pour monter une boîte. T'as pas fait de financement participatif ou... Si, justement, elle précommande, on a fait ça avec les précommandes. Ouais, précommande. On avait fait une petite campagne Ulule, mais ça a pas trop marché. En fait, les gens ont un peu perdu confiance en Ulule. Ah ouais? Enfin, en plateforme de financement participatif de manière générale. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont... Enfin, il y avait beaucoup de projets un peu arnaques, tu vois. Donc du coup, on s'est rendu compte de ça très vite dès le début de la campagne Ulule. Et on a ouvert notre site internet en précommande. Et là, ça a explosé. Ça a décollé, ouais. Donc, financement participatif, ça peut être un bon truc si tu veux te lancer mais que tu n'as pas les fonds. Après, il faut la préparer, la campagne. Ça se prépare, mais ça peut être pas mal quand tu n'as pas trop de fonds. Sinon après tu passes sur France 2 pour présenter. Oui, c'est ça. Et on se dit en soi, les médias, ça nous a pas apporté tant de clients que ça. Mais ça apporte une preuve, quoi. Social, de la visibilité. Mais et ça crédibilise aussi. Ça crédibilise totalement. Quand tu deviens prise au sérieux. C'est ça. Et puis tu vois que il y a un mouvement, quoi. T'as confiance. Tu te dis, ok, ça intéresse vraiment. Donc, c'est pas mal. Et au niveau de tes proches, genre tes parents et tout ça oui, ils sont trop contents. Mon père, il nous aide beaucoup parce qu'il est diplomate et du coup, il nous aide vachement à l'international. Enfin, là, on est en contact avec l'ONU et tout, donc grâce à lui. C'est cool que t'as vraiment un bon entourage en fait pour t'aider sur ça. Mais oui. Ça aide de ouf. Mais il faut, je pense. Puis, tu vois, s'entourer de bonnes personnes, même des rencontres professionnelles. Nous, les usines, par exemple, on les a vraiment choisies aussi avec le côté feeling. On a une hyper bonne entente avec les commerciaux des usines avec qui on traite. Enfin, vraiment, tu vois, ils se foutent de notre gueule au téléphone. C'est vraiment une bonne ambiance. Et moi, j'avais grave peur de ça. Avec le côté industrialisation, comme ça, usine et tout. Parce que je me suis dit, c'est des mecs qui doivent avoir 60 ans, chiants. Ils vont pas me prendre au sérieux, tu vois. Je suis la petite meuf qui débarque 25 ans. Hello, je vais créer un produit. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce que c'est. Et au final, pas du tout. On est tombé sur, pour les deux usines, en plus, ils sont potes. On est tombé sur deux jeunes, hyper sympas, hyper compréhensifs. Ils ont baissé les prix au max pour nous. Trop bien, quoi. Au max. C'est pas non plus mon produit 2 €, hein, mais pour la France, c'est cool, quoi. Un petit prix, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est trop bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Je touche du bois, mais c'est vrai que c'est une sacrée aventure. Mais c'est intéressant. Tu m'étonnes. Mais oui. Parce que du coup, tu comptes même pas tes heures, parce que ça, c'est pourquoi tu bosses, quoi. C'est vrai, tu comptes pas tes heures, tu bosses, quoi. Même, on bosse tard, même la nuit, tu vois. Je fais mon SAV, des fois j'étais à 4h du mat. Bon, là, il y a ma soeur qui s'en occupe maintenant, mais ça va. Mais... Après, quand c'est un projet qui tient à cœur comme ça, tu comptes même pas les heures. C'est de l'investissement. Tu t'aimes bien, quoi. Puis c'est le temps de tout mettre en place aussi. Tu vois, quand t'es au début de l'entreprise, tu dois tout mettre en place, tous les process, pour que après ça soit automatisé et ça aille tout seul. Mais c'est surtout ça qui prend du temps. En tout cas, au début, je pense que plus tard, on aura peut-être un peu plus de temps pour nous. Mais là c'est prenant. Au début, t'as pas eu du tout de perte de confiance ou quoi que ce soit. Je sais, je sais pas, moi je suis pas dans ce domaine-là, mais tu peux vouloir ouvrir ta boîte et au final, tu remets tout en question et... Ouais, non. Après, on est deux. Ouais. Et quand t'es deux, je pense que déjà, c'est ça, tu relativises plus vite. Tu vois, quand il y en a un qui a un petit coup de mou, bon, déjà, on en a pas trop eu parce que franchement, on a eu l'engouement très vite et on fait des sacrées préventes. Donc,
c'est cool, tu vois, ça nous donne confiance. Mais tu vois, quand il y en a un qui est un peu plus down, bah, l'autre, il va dire, mais relativise, genre, tout va bien, tu vois. On est au début de l'entreprise, c'est hyper prometteur. Il y a très peu de startups qui font déjà les chiffres qu'on fait en très peu de mois. Ouais. Donc, franchement, faut relativiser, quoi. Mais c'est cool d'être deux, ouais. Tout seul, je sais pas si, tu vois, je l'aurais fait. Ça aurait été pas la même chose. Ouais, je sais pas si je me serais lancée toute seule. Ah ouais. Tout de suite, en tout cas. Peut-être pas tout de suite, ouais. Surtout quand t'es jeune, tu te dis, est-ce que, tu vois, j'ai les épaules pour affronter ensuite les investisseurs qui ont 40 ans, qui ont fait je sais pas combien de boîtes à plusieurs millions, voire milliards, et tu vois... alors que là, à deux... Est-ce que tu sais un peu l'âge des personnes qui ont commandé ? Tu peux savoir ou pas ? Ouais. Alors, si c'est vraiment les jeunes qui t'ont vu sur les réseaux ou plus les mamans Bah, on est vraiment, allez, je dirais 16-17, mais c'est quand même rare les très jeunes comme ça. Mais ouais, jusqu'à 40-45. Ok. Donc en fait, c'est assez large. Bah je pense que ça prend vraiment toutes celles qui ont leur règle. Oui, voilà. Mais ta cible, en fait, t'as une très grande cible, quoi. Ouais, il y a une très grande cible, ouais. Surtout auprès des jeunes parce que, bah, nous, on prend conscience quand même que les protections classiques, c'est pas top. Donc on a plus vite facilement envie de passer aux protections réutilisables. Mais au final, même les personnes qui ont 40, 45, je pense qu'elles peuvent prendre conscience aussi. C'est pareil, ma mère, moi, elle s'en est rendu compte que maintenant que c'était pas... C'est vrai. Enfin, là, il y a genre 2 ans, quoi, que c'était pas forcément si bon que ça. Puis on en parle de plus en plus aussi. Ouais. Hein. C'est ça. Ouais. Franchement, puis celles qui ont monté des boîtes de culottes menstruelles, elles ont fait un sacré travail aussi à ce niveau-là, tu vois, de sensibiliser. Donc, Puis même par rapport aux règles, je trouve que c'est moins tabou aussi qu'avant. Ouais, beaucoup moins. Et t'as déjà pensé à bosser avec des assos ou quoi pour... Ouais, bah on pensait à Règles Élémentaires, donc on a été en contact avec elle, oui. Et du coup, ça pourrait les intéresser. Bon, pour l'instant, on peut pas reverser tout de suite quelque chose directement, on enverra des lots, je pense. Et puis tout ce qui est humanitaire avec les Nations Unies, vraiment le côté organisation internationale, ça on y travaille, ouais. Ok. Ouais, ça c'est trop bien. Mais oui. Franchement... Puis bah du coup mon père qui est diplomate, moi je vais souvent, il a fait Sénégal et Mozambique, il avait fini Mozambique, donc c'est des pays quand même très pauvres. Le Mozambique c'est le 3e pays le plus pauvre au monde. Et tu vois des trucs, les femmes avec des torchons quoi, des torchons en guise de protection hygiénique, c'est cata. Donc franchement l'ONU ils font un sacré travail là-bas dans ces pays là, et ils achètent beaucoup justement de protection pour les redistribuer. Ils essayent de faire de plus en plus de protection réutilisable, donc ça c'est cool, on rentre parfaitement dans le truc, donc j'espère que ça va se faire. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer comme ça dans le monde de l'entrepreneuriat, qui veut lancer son produit ou son service, ou bref, un petit conseil? C'est bateau, mais on n'a qu'une vie. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais, vraiment. Non, je dirais que, pour donner un exemple personnel, parce que vous me donnez des conseils comme ça, voilà, mais moi en fait je savais que je voulais monter une boîte dans ma vie. Mais j'étais passionnée de spatial, j'ai fait du droit spatial et tout. Et je me disais, ma boîte ce sera dans le spatial, je vais montrer un truc de fou, assurance dans le spatial et tout. Et au final, je me suis rendu compte que, mais pourquoi t'attends de créer un truc aussi compliqué pour lancer une boîte, tu vois ? Des fois, le simple, c'est super parce que t'apprends, t'as les compétences pour faire du simple. Mais voilà, de pas attendre d'avoir une idée de génie. Voilà, il n'y a personne qui a des idées de génie, et ceux qui font du business, ils vendent des trucs tout simples. Vraiment, des stylos bics, c'est pas compliqué. Puis maintenant, tout existe, donc inventer un truc qui n'existe pas, ça va être compliqué. Bien sûr. Donc, après, tu peux toujours innover, tu peux toujours inventer. Nous, on l'a fait, même si on s'est vachement inspiré de l'applicateur à tampon. Mais vraiment, de pas attendre d'avoir l'idée de génie et de pas repousser, quoi. Et même si ça peut paraître compliqué de monter une boîte, c'est vrai qu'il y a plein de trucs à gérer. Si tu t'entoures des bonnes personnes, ça va le faire. Voilà. C'est pas sorcier et tu vas pas le faire à 70 ans. Faut le faire jeune. Eh bien, merci pour ce joli conseil. On va finir là-dessus. Et je te souhaite une très bonne continuation pour ton entreprise. J'espère que ça va fonctionner. Ouais. Et puis merci. Merci beaucoup Mathilde.